Une fois traversé les voies, nous avons attendu à l'entrée du camp. Là, j'ai entendu un détenu dire à une femme « La voiture de la Croix-Rouge, c'est seulement pour amener le gaz au bloc crématoire. C'est là qu'on tue les vôtres. » La femme s'est mise à crier. L'officier qui avait entendu s'est tourné vers elle et a dit « Mais madame, comment pouvez-vous croire un détenu? Ce sont tous des criminels et des malades mentaux. Regardez leurs oreilles décollées et leurs crânes tondus. Comment pouvez-vous prêter foi à ce qu'ils disent ?» Témoin, vous rappelez-vous qui était cet officier? Je l'ai revu par la suite. Je travaillais avec lui comme secrétaire à la section politique. Son nom est Broad. Pouvez-vous nous désigner l'accusé Broad? Voici Monsieur Broad. Qu'est devenu le détenu? J'ai entendu dire qu'il fut condamné à 150 coups de bâton pour propos subversifs. Il en est mort. Accusé Broad, qu'avez-vous à dire sur ce point? Je n'ai plus cet épisode en mémoire. Jamais il ne fait infliger chez nous tant de coups à la fois. Bien que nos bagages furent restés derrière nous et qu'on nous eût séparés de notre famille, nous avons franchi encore sans méfiance le portail entre les barbelés. Nous croyons qu'on donnait là-bas à manger à nos femmes et à nos enfants et que nous aurions bientôt le droit de les revoir. Mais alors nous avons vu des centaines d'êtres humains en loques, la plupart émaciés jusqu'aux os, et l'espoir en nous est mort. L'un d'entre eux est venu vers nous et nous a crié. Détenus, vous voyez la fumée là-bas derrière les baraquements? Cette fumée, ce sont vos femmes et vos enfants. Et pour vous aussi qui êtes entrés dans ce camp, il n'y aura d'autre sortie que le cratère de ces cheminées. On nous a poussés dans une baraque à douche. Les gardiens et les détenus sont arrivés avec des piles de fiches. On nous a fait nous déshabiller et on nous a pris tout ce qui nous restait. Montres, bagues, papiers et photos furent enregistrées sur la fiche personnelle. Comment procédons-nous pour le tatouage? On nous imprimait les chiffres dans la peau avec des tampons à aiguilles, puis on frottait avec de l'encre. On nous a tondu les cheveux, on nous a passés sous la douche et pour finir, on nous a habillés. En quoi consistait cet habillement? En un caleçon troué, un maillot de corps, une veste déchirée, un pantalon rapiécé, un calot et une paire de sabots. Puis, on a rejoint notre bloc au pas de course. De quoi avait l'air ce bloc? Une baraque de bois sans fenêtre, une porte devant, l'autre derrière, des vasisdas sous la pente du toit, 3 étages de couchettes à gauche et à droite, celle en bas à ras du sol, 40 mètres de longueur pour l'ensemble. Dans la baraque à douche, il y avait des baquets de bois avec une canalisation percée de trous. Au-dessus, l'eau tombait goutte à goutte du tuyau aux latrines. Il y avait des cuves de béton avec des planches de bois percées d'origine par-dessus. 200 personnes pouvaient y prendre place ensemble. Le commando des latrines frappait les détenus à coups de bâton pour qu'ils ne restent pas trop longtemps. Pour beaucoup, ça n'allait pas assez vite. Et par l'effort qu'ils faisaient, l'intestin leur ressortait. Une fois expulsés, ils reprenaient la file d'attente. Il n'y avait pas de papier. Le plus souvent, ils s'arrachaient un bout de leur vêtement pour s'essuyer ou se le volaient pendant la nuit entre eux pour avoir une provision. Il fallait faire ses besoins le matin. Ensuite, la journée, ce n'était plus possible. Celui qui s'y faisait prendre était puni de prison. Les eaux sales de la baraque à douche passaient dans les latrines pour expulser les excréments. La plupart du temps, il y avait des bouchons, car il n'y avait pas assez de débit. Alors arrivait le commando de la merde qui extirpait la chose. La puanteur des latrines se mêlait à l'odeur âcre de la fumée. Les gamelles qu'on nous donnait avaient un triple usage. Elles servaient de cuvette, d'écuelle pour la soupe et de pot de nuit. Dans le camp des femmes, le seul point d'eau était immédiatement près des latrines. Du mince filet qui courait ensuite près des tinettes. Les femmes essayaient de boire, de récupérer un peu d'eau dans leur gamelle. Celles qui renonçaient à se laver renonçaient à elles-mêmes.
Dès le débarquement sur la rampe grouillante de monde, je savais qu'il s'agissait de se tirer d'affaire toute seule, de se plier à ce qui venait d'en haut, de faire bonne impression et d'éviter tout ce qui pouvait vous ravaler plus bas encore. Quand on nous a allongés sur les tables dans le bâtiment d'accueil et qu'on nous a fouillé l'anus et les organes génitaux pour y trouver des objets de valeur, les derniers restes de notre existence habituelle ont disparu. Famille, foyer, métier, bien personnel, tout cela était liquidé par le numéro de matricule. Et nous commencions déjà à vivre sur de nouvelles bases, à nous intégrer dans cet univers devenu le seul normal pour ceux qui allaient y vivre. La condition fondamentale était de se maintenir en forme physique. Je suivais pas à pas celles qui étaient trop faibles pour manger leur ration afin de me l'approprier. À la première occasion, je guettais celles qui avaient une meilleure place pour dormir et qui allaient mourir. Notre ascension dans cette société nouvelle commença dans la baraque qui nous tenait lieu de foyer. De la glaise froide du lit inférieur, nous parvenions de haute lutte aux places chaudes des couchettes du haut. Quand nous étions deux à manger dans le même plat, chacune regardait l'autre déglutir pour vérifier si elle n'avalait pas une cuillère de plus. Nos ambitions étaient fixées sur un seul but, s'approprier quelque chose. Il était normal que tout nous ait été volé et il était normal que nous volions à notre tour. La crasse, les plaies, les maladies, tout cela était normal. Il était normal qu'il y en ait sans cesse qui meurent, tout aussi normal que l'imminence de notre propre mort. Normal était l'absence d'émotion et d'insensibilité face au spectacle des cadavres. Il était normal qu'il y en eût parmi nous pour aider les surveillantes à frapper les hôtes. Ceux qui devenaient la domestique de la surveillante de bloc n'étaient plus tout à fait au bas de l'échelle. Plus haut encore accédaient celles qui savaient s'attirer la faveur des chefs de bloc. Seuls survivaient ceux qui avaient de la ressource, qui, jour après jour, défendaient leur ration et leur place. Les esprits lents, les incapables, les doux, les mal équilibrés, les inadaptés, ceux qui se lamentaient ou qui pleuraient sur eux-mêmes étaient écrasés. Le premier matin, nous étions à l'appel. Il pleuvait. Nous sommes restés debout pendant des heures et nous avions vu, derrière les barbelés, de l'autre côté de la rampe, pousser les femmes sur les camions à coups de bâton. Elles étaient nues et elles criaient vers nous les hommes. Elles espéraient du secours, mais nous étions là, à trembler, et nous ne pouvions pas les aider. Je suis arrivée dans une baraque qui était pleine de cadavres. J'ai vu quelque chose bouger entre les morts. C'était une jeune femme. Je l'ai tirée dehors, dans la rue du camp. Je lui ai demandé « Qui es-tu? Depuis quand es-tu là ?» « Je ne sais pas, me dit-elle. « Pourquoi es-tu entre les morts ?» lui demandai-je. « Je ne peux plus être. » Elle me dit « Je ne peux plus être avec les vivants. » Le soir même, elle était morte. On nous faisait creuser des fossés. Souvent, les femmes s'écroulaient sous le poids des pelles de glaise. Nous étions dans l'eau jusqu'à la hanche. Les surveillants nous regardaient. C'étaient des hommes très jeunes. Une femme s'est tournée vers le chef du commando et a crié « Capitaine, je suis enceinte, je ne peux plus travailler comme ça. » Les gars ont ri et l'un d'eux lui a maintenu la tête sous l'eau avec la pelle jusqu'à ce qu'elle se noie. J'ai entendu une sentinelle s'entretenir avec un enfant de 9 ans. « Tu en sais déjà trop long pour ton âge, disait l'homme. L'enfant répondit « Je sais que j'en sais long et je sais aussi que je n'en apprendrai plus jamais. » Il fut chargé sur les camions avec un groupe de 90 enfants. Lorsque ceux-ci se sont débattus, il leur a crié « Montez donc dans les camions, ne criez pas comme ça, vous avez vu partir nos parents et nos grands-parents, montez donc et vous les reverrez. » Et quand ils ont démarré, je les ai entendus crier à la sentinelle « Vous paierez tout cela. » Le matin, chacun avait son demi-litre de breuvage, ersatz de café et 5 grammes de sucre. Certains gardaient un morceau de pain de la veille au soir. À midi, on servait la soupe. Elle était faite de détritus de patates, de choux et de navets, avec un supplément minime de viande ou de graisse et une matière féculente qui lui donnait son goût bien particulier. En supplément, il y avait des débris de papier et des chiffons dans la soupe. Lors de la distribution, les détenus ne se battaient pas pour la première place, mais pour la dernière. Le premier tiers de la soupe, c'était de l'eau. Le fond seul était peu nourrissant. Le soir, après l'appel, chacun avait son morceau de pain, de 300 à 350 grammes, avec divers suppléments, 20 grammes de saucisson, 30 grammes de margarine ou une cuillère de compote de navets. Le vendredi, parfois, 5 ou 6 pommes de terre cuites à l'eau. Le plus souvent, il n'y avait que la moitié du supplément, ou bien pas du tout, parce que le personnel du camp
Des sentinelles au commandant se servaient sans réserve dans les magasins des détenus. Témoin, à combien de calories en moyenne se portait votre ration journalière? À 1000 ou 1300 calories environ. L'organisme au repos peut subsister avec 1700 calories. Il en faut 4800 au travail de force. Comme tous travaillaient très dur, les réserves furent bientôt épuisées. Au fur et à mesure de la dénutrition, les mouvements se faisaient plus lents. On n'avait même plus la force de porter son propre corps. L'apathie et la somnolence étaient signes caractéristiques de la faiblesse. Le dépérissement physique s'accompagnait d'un épuisement intellectuel allant jusqu'à la disparition complète de tout intérêt avec le monde extérieur. Le détenu était incapable de concentrer sa pensée. Sa mémoire faiblissait si vite qu'il lui arrivait de ne plus savoir son propre nom. En moyenne, un détenu ne vivait pas plus longtemps que 3 à 4 mois.